Vous ne croirez jamais ce qu'un policier a osé faire à une fillette handicapée. Restez jusqu'à la fin pour un rebondissement qui vous laissera sans voix. Avant de plonger dans cette histoire, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Mais surtout, ne quittez pas, car un twist inattendu vous attend à la fin. Sophie, une fillette de 10 ans clouée dans un fauteuil roulant, vivait à Lyon avec un cœur brûlant de passion pour les arts martiaux. Fan inconditionnelle de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, deux légendes françaises du cinéma d'action, elle passait ses nuits à rêver de leurs coups précis et de leur bravoure. Mais au fond, une colère sourde grondait. Pourquoi le monde la voyait-il comme une enfant fragile, incapable de briller? Dans un élan de défi, elle rédigea une lettre manuscrite, un cri du cœur, invitant ses héros à son anniversaire. Elle y glissa une photo d'elle, son fauteuil orné d'autocollants de karaté et d'un slogan audacieux « Rien n'est impossible ». Ses camarades se moquaient, la traitant de naïve, mais Sophie, les poings serrés, refusait de céder au désespoir. Elle voulait prouver que son handicap n'était pas une cage, mais une force. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa lettre, tachée de quelques larmes de rage, allait déclencher une tempête. Jean-Paul et Étienne, touchés par son courage, décidèrent de répondre à son appel, non pas par pitié, mais par respect pour une âme indomptable. Ce n'était pas qu'un simple anniversaire. C'était le début d'une révolte contre l'injustice, une explosion de colère face à ceux qui osent briser les rêves d'une enfant. Sophie allait bientôt transformer sa fureur en un feu qui embraserait le monde. Dans la pénombre d'une salle de repos après un gala de charité à Paris, Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, deux icônes des arts martiaux français, se retrouvaient en seuls. L'écho des applaudissements s'était éteint, mais l'énergie des enfants admiratifs qui avaient rempli la salle vibrait encore dans l'air. Ces deux hommes, habitués aux projecteurs et aux combats chorégraphiés, portaient en eux une lassitude silencieuse, celle de carrières glorieuses mais exigeantes. Pourtant, ce soir-là, une rencontre inattendue allait raviver leur flamme et les plonger dans une colère qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Sophie, la fillette de 10 ans, dont la lettre brûlante de défi avait traversé leur cœur comme une lame, les attendait inconsciemment à Lyon. Sa rage, son refus d'être défini par son fauteuil roulant, son cri de révolte contre un monde qui la sous-estimait, tout cela les liait désormais à elle comme un serment invisible. Alors qu'il s'installait dans une petite pièce backstage, Jean-Paul, les épaules encore tendues, après une démonstration de savate, feuilletait distraitement une pile de courriers laissés par leur équipe. Des lettres de fans, des dessins d'enfants, des cartes colorées, rien d'inhabituel. Mais une enveloppe, différente, attira son regard. Elle était simple, blanche, mais l'écriture, appliquée et légèrement tremblante, semblait porter une urgence, une colère contenue. Étienne, qui essuyait la sueur de son front avec une serviette, remarqua l'expression de son ami. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. Jean-Paul, sans un mot, ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille pliée avec soin. À côté, une photo glissa sur la table. Une fillette aux yeux pétillants, assise dans un fauteuil roulant orné d'autocollants de karaté, de judo et d'un slogan audacieux. Rien n'est impossible. Jean-Paul commença à lire à voix basse, mais chaque mot semblait amplifier une rage qu'il ne savait pas encore nommer. Cher Monsieur Dupont et Monsieur Leclerc, je m'appelle Sophie, j'ai 10 ans, et je suis en fauteuil roulant. Mes jambes ne marchent pas, mais mon cœur bat pour les arts martiaux. Vos films m'ont appris que la force n'est pas dans les muscles, mais dans l'esprit. Mes camarades se moquent de moi, ils disent que je suis folle de rêver grand. Mais je m'en fiche. Je veux vous rencontrer pour mon anniversaire. Je sais que c'est impossible, mais je refuse de croire à ce mot. Venez, s'il vous plaît. Montrez-leur qu'ils ont tort. Sophie. La lettre se terminait par une phrase griffonnée avec une telle force que l'encre avait presque traversé le papier. Je ne suis pas faible. Étienne, qui avait pris la lettre des mains de Jean-Paul, sentit une colère sourde monter en lui. Cette fillette à peine haute comme 3 pommes,
osait défier le monde entier, ses moqueries, ses jugements, son injustice. La photo de Sophie, son sourire éclatant contrastant avec la rage dans ses mots, était comme un uppercut. Son fauteuil, décoré comme une armure, portait des autocollants de leur film. Jean-Paul en posture de savate, Étienne exécutant une prise de judo et même un symbole yin-yang dessiné à la main. « Elle a du feu, cette petite », murmura Étienne, sa voix rauque d'émotion. Jean-Paul, les poings serrés, acquiesça. Elle croit en nous, mais surtout, elle croit en elle-même. Le silence s'installa, lourd, chargé d'une tension presque palpable. Ces deux hommes, qui avaient affronté des méchants fictifs à l'écran et des défis réels dans leurs entraînements, étaient secoués. Sophie ne demandait pas de la pitié, elle exigeait du respect. Et cette exigence, ce refus de se plier aux attentes d'un monde cruel, allumait en eux une indignation qu'ils ne pouvaient ignorer. « On ne peut pas laisser ça sans réponse », dit Jean-Paul, sa voix tranchante comme une lame. Étienne, habituellement réservé, esquissa un sourire déterminé. « On va faire mieux que répondre. On va lui donner une raison de crier encore plus fort. » Le lendemain matin, leurs équipes furent mises en branle dans une discrétion absolue. Ils vérifièrent l'adresse indiquée sur l'enveloppe, un modeste quartier de Lyon, où la mère de Sophie, Claire, avait réservé un café local pour une fête d'anniversaire simple. Pas de décorations extravagantes, pas de budget fastueux, mais un lieu cher au cœur de Sophie, où elle pouvait rire avec ses rares amis. Jean-Paul et Étienne prirent une décision qui allait bouleverser non seulement la vie de Sophie, mais aussi la leur. Ils allaient se rendre à Lyon, non pas comme des stars, mais comme des guerriers répondant à un appel au combat. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une injustice encore plus grande les attendait de là-bas, prête à faire exploser leur colère et à transformer une simple visite en un acte de révolte. Mais ce n'était que le début. Sophie, avec sa lettre enflammée, avait allumé une mèche, et l'explosion qui suivrait allait secouer bien plus qu'un petit café lyonnais. Sa rage, celle d'une fillette qu'on avait trop longtemps sous-estimée, allait devenir un phare pour des milliers d'autres. Jean-Paul et Étienne, en posant les yeux sur cette lettre, ne savaient pas encore qu'ils s'apprêtaient à entrer dans une bataille bien plus grande que toutes celles qu'ils avaient jouées à l'écran. Une bataille pour la justice, pour la dignité, pour une enfant qui refusait de plier. Si vous vibrez avec la rage et le courage de Sophie, laissez un commentaire avec le mot « indomptable » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle injustice? Restez avec nous, car l'histoire de Sophie va prendre un tournant encore plus explosif. Ne ratez pas le prochain épisode où une confrontation inattendue fera trembler Lyon. Le soleil déclinait lentement sur Lyon, baignant les rues d'une lumière dorée, mais une tension électrique semblait vibrer dans l'air. Sophie, dans son fauteuil roulant orné de stickers de savate et de judo, se préparait pour son 10e anniversaire dans un petit café du quartier. Ce lieu, modeste mais chaleureux, était son refuge, là où elle pouvait oublier les moqueries de ses camarades et les regards de pitié des passants. Sa mère, Claire, ajustait nerveusement les ballons et une banderole artisanale proclamant « Joyeux anniversaire ». Sophie, la fillette, vêtue d'un t-shirt noir orné des silhouettes de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, riait avec ses rares amis. Son cœur gonflé d'un espoir fragile mais brûlant. Elle ignorait que ses héros, touchés par sa lettre rageuse, avaient décidé de répondre à son appel. Dans l'ombre, Jean-Paul et Étienne, dissimulés sous des casquettes et des lunettes noires, approchaient en silence, déterminés à transformer cette journée en un acte de révolte contre l'injustice. Mais ce qu'ils allaient en découvrir dans ce café allait faire jaillir une colère qu'aucun d'eux n'avait anticipée, une fureur face à un affront qui dépassait l'entendement. Alors que le crépuscule enveloppait la ville, une SUV noire s'arrêta discrètement de l'autre côté de la rue. Jean-Paul, au volant, ajusta sa casquette, ses yeux scrutant le café à travers les vitres teintées. Étienne, à ses côtés, vérifia une dernière fois l'adresse sur son téléphone. « C'est bien ici », murmura-t-il, sa voix teintée d'une détermination froide.
À travers les fenêtres du café, ils aperçurent les décorations simples, des ballons colorés, une banderole peinte à la main, et Sophie, au centre, rayonnante malgré son fauteuil. Elle riait alors qu'un ami lui tendait un petit cadeau emballé, son t-shirt proclamant son admiration pour les deux légendes. Mais ce moment de joie fut brutalement interrompu. Une voiture de police s'arrêta dans un crissement de pneus devant le café, brisant l'harmonie comme un coup de tonnerre. Jean-Paul et Étienne échangèrent un regard perplexe, leurs instincts aiguisés par des années d'entraînement les mettant en alerte. 3 officiers descendirent, menés par un homme imposant, Pierre Dubois, dont le visage dur et les gestes brusques trahissaient une arrogance mal contenue. À peine entré, il balaya la salle d'un regard méprisant, ses yeux s'arrêtant sur Sophie. « Vous, là !» aboya-t-il, pointant un doigt accusateur vers la fillette. « Votre fauteuil bloque le passage. C'est une violation du code de sécurité incendie. Déplacez-vous, maintenant !» Un silence glacial s'abattit sur le café. Sophie, déconcertée, serra les roues de son fauteuil, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne peux pas bouger seul, monsieur. » Pierre ricana, un rictus cruel déformant son visage. Bien sûr, une excuse, toujours les mêmes. Sans avertissement, il saisit les poignets du fauteuil et le poussa violemment sur le côté, faisant tomber un verre qui se brisa au sol. Sophie étouffa un cri, ses mains crispées, tandis que les autres enfants regardaient, pétrifiés. Claire, la mère de Sophie, s'avança, furieuse. « Elle ne bloque rien. Pourquoi faites-vous ça ?» Mais Pierre ne s'arrêta pas là. Dans un geste d'une cruauté inouïe, il leva la main et gifla Sophie, un coup sec qui résonna comme un fouet dans la salle silencieuse. « Ça t'apprendra à répondre, » grogna-t-il. La fureur explosa dans le cœur de tous les témoins, mais personne n'osa bouger, paralysé par le choc. Sophie, les joues rougies, luttait pour retenir ses larmes, non pas de douleur, mais d'une rage incandescente. Elle n'était pas une victime, elle refusait de l'être. À cet instant précis, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc entrèrent en ôtant leurs casquettes et lunettes, leurs silhouettes imposantes emplissant l'espace. Le temps sembla s'arrêter. Les regards se tournèrent, les souffles se retinrent. Pierre, la main encore suspendue, recula instinctivement, son arrogance vacillant face à la présence écrasante des deux légendes. Jean-Paul s'avança, ses yeux brûlants d'une colère contenue, mais dévastatrice. « Vous venez de lever la main sur une enfant, » dit-il, sa voix basse, presque un grondement. Étienne, immobile, fixait Pierre avec une intensité glaciale. « Vous appelez ça faire respecter la loi ?» Le ton d'Étienne était tranchant, chaque mot comme une lame. Pierre tenta de reprendre contenance, bafouillant une excuse sur les règles de sécurité, mais sa voix tremblait. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Les autres officiers, mal à l'aise, restèrent en retrait, conscients que leur collègue venait de commettre l'impardonnable. Claire, serrant sa fille contre elle, cria d'une voix brisée par la rage. « C'est de ma fille! Elle n'a rien fait de mal! » Sophie, malgré la peur, releva la tête, ses yeux croisant ceux de Jean-Paul et Étienne. Dans ce regard, elle ne vit pas de la pitié, mais du respect. Un respect qui attisa sa propre colère contre l'injustice. Ce moment, chargé de tension, marqua un tournant. La tension dans le petit café lyonnais était à son comble, l'air saturé d'une indignation muette. La gifle assénée par l'officier Pierre Dubois à Sophie, une fillette de 10 ans en fauteuil roulant, résonnait encore dans les esprits comme un écho de cruauté brute. Les clients, figés, regardaient la scène avec horreur, tandis que Claire, la mère de Sophie, tremblait de rage, ses poings serrés, prête à défendre sa fille. Mais personne n'avait osé défier l'autorité de Pierre, dont l'arrogance semblait remplir tout l'espace. À cet instant précis, Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, les deux légendes des arts martiaux français, se tenaient à l'entrée, leurs silhouettes imposantes comme des ombres vengeresses. Leur présence avait fait basculer l'atmosphère, transformant la peur en une attente fiévreuse. Mais ce qui allait suivre n'était pas seulement une confrontation, c'était une explosion de colère face à une injustice intolérable.
une révolte qui allait secouer les fondations même de ce café et au-delà. Alors que Pierre reculait, son visage blêmissant sous le regard perçant de Jean-Paul et Étienne, une lueur de défi persistait dans ses yeux. Il tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblante masquée par une fausse assurance. « Vous n'avez aucun droit d'interférer dans une affaire de police », lança-t-il, pointant un doigt accusateur vers les deux hommes. Mais ces mots sonnaient creux face à la fureur contenue de Jean-Paul, dont les mâchoires se crispaient. « Un droit ?» rétorqua-t-il, sa voix grave, presque un grondement. « Vous venez de frapper une enfant sans défense. Ce n'est pas la loi, c'est une honte. » Étienne, immobile, ajouta avec une précision glaciale. « Vous portez un uniforme, mais vos actes sont ceux d'un lâche. » Chaque parole était comme un coup, ébranlant l'assurance de Pierre, dont le regard vacillait entre la colère et la peur. Dans le café, le silence était oppressant, ponctué seulement par le souffle court des spectateurs. Sophie, toujours dans son fauteuil, serrait les accoudoirs, ses joues encore rouges de l'humiliation. Mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, une rage qui refusait de se soumettre. Elle n'était pas une victime, et la présence de ses héros, Jean-Paul et Étienne, lui donnait une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Claire, à ses côtés, luttait pour contenir ses larmes, sa voix tremblante de fureur lorsqu'elle s'adressa à Pierre. « Vous avez touché ma fille, comment osez-vous » Mais Pierre, au lieu de s'excuser, redoubla d'arrogance. « Elle bloquait le passage, grogna-t-il. Je faisais mon travail. » Ces mots firent bouillir le sang de Jean-Paul. Il s'avança d'un pas, ses yeux brûlant d'une indignation si intense qu'elle semblait faire vibrer l'air. « Votre travail » répéta-t-il, sa voix montant comme une tempête. « Votre travail est de protéger, pas de brutaliser une enfant qui ne peut même pas se défendre. » Soudain, Pierre fit un geste brusque, saisissant son talkie-walkie comme pour appeler des renforts. Mais Étienne, avec une rapidité fulgurante forgée par des années d'entraînement, intercepta son poignet d'une prise de judo précise. Le café lyonnais, autrefois empli de rire et de chaleur pour l'anniversaire de Sophie, était désormais un champ de bataille silencieux. La gifle infligée par l'officier Pierre Dubois à la fillette de 10 ans en fauteuil roulant avait figé l'assemblée dans une indignation muette, mais l'entrée fracassante de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, deux légendes des arts martiaux français, avait transformé cette tension en une atome, en une promesse de justice. Leur présence imposante, leurs regards acérés, avaient fait reculer Pierre, dont l'arrogance s'effritait comme une façade fissurée. Mais l'affrontement n'était pas terminé. L'atmosphère, saturée de colère, vibrait d'une intensité presque palpable, prête à exploser. Ce qui allait suivre n'était pas seulement une confrontation entre deux hommes et un policier abusif. C'était un cri de révolte contre une injustice qui brûlait les cœurs, une tempête déclenchée par la rage d'une fillette et l'indignation de ceux qui refusaient de rester silencieux. Alors que Pierre tentait de reprendre contenance, son visage rouge de honte et de défi, Jean-Paul s'avança d'un pas mesuré, chaque mouvement chargé d'une colère contenue, mais dévastatrice. « Vous pensez qu'un uniforme vous donne le droit de brutaliser une enfant ?» lança-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame de savate. Pierre, acculé, bafouilla une justification, invoquant des règles de sécurité incendies, mais ces mots sonnaient creux, dérisoires face à l'énormité de son acte. Étienne, dont le calme glacial contrastait avec la fureur dans ses yeux, s'approcha à son tour. « Vous avez levé la main sur une fillette qui ne pouvait pas se défendre, » dit-il, chaque syllabe comme un coup porté avec précision. « Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la lâcheté. » Dans le café, les clients, figés, retenaient leur... Le café lyonnais, encore vibrant de l'écho de la confrontation entre Pierre Dubois et les légendes Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, semblait figé dans une colère silencieuse mais brûlante. La gifle infligée à Sophie, une fillette de 10 ans en fauteuil roulant, avait allumé une flamme de révolte, non seulement dans son cœur, mais aussi dans celui de ses héros, qui venaient de désarmer l'officier avec une précision implacable. Pierre, humilié, s'était retiré sous les regards accusateurs des témoins, tandis que Claire, la mère de Sophie, serrait sa fille, ses larmes mêlées de rage et de soulagement.
Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits de Lyon, Jean-Paul et Étienne échangèrent un regard déterminé. Ils n'étaient pas venus seulement pour protéger Sophie. Ils étaient là pour lui offrir un avenir où sa colère, son feu intérieur, deviendrait une force indomptable. Ce qui suivit fut un voyage inattendu, un cri de défi contre l'injustice, et une transformation qui allait faire trembler les murs d'un centre d'arts martiaux légendaire. Sous un ciel désormais étoilé, la SUV noire quitta le café, emportant Sophie, Claire et les deux héros vers une destination secrète. Sophie, toujours dans son fauteuil orné d'autocollants de savate et de judo, serrait les accoudoirs, son cœur battant d'une indignation qui se mêlait d'excitation. La gifle de Pierre résonnait encore dans son esprit, non comme une blessure, mais comme un défi. Elle avait vu ses héros, Jean-Paul et Étienne, non pas jouer un rôle de cinéma, mais agir avec une force réelle, une justice qu'elle n'avait jamais osé espérer. Dans la voiture, le silence était chargé d'une énergie électrique. Étienne, tournant légèrement la tête depuis le siège avant, brisa le calme. « Tu tiens le coup, championne » demanda-t-il, un sourire rare éclairant son visage. Sophie hocha la tête, sa voix tremblante mais ferme. « Je veux être comme vous. » Jean-Paul, au volant, répondit avec une gravité qui fit vibrer l'habitacle. « Tu l'es déjà, Sophie, mais ce soir, on va te montrer à quel point. » La SUV s'arrêta devant un imposant complexe, le Centre des arts martiaux français, niché à la périphérie de Lyon. Les portes métalliques s'ouvrirent sous des projecteurs doux, révélant une façade mêlant acier moderne et bois traditionnel, ornée de bannières proclamant l'héritage du savate et du judo. Sophie sentit son souffle se couper. Ce n'était pas un simple gymnase, c'était un sanctuaire de force et de discipline. À l'intérieur, l'accueil fut solennel. Une instructrice en gis noir, portant un écusson brodé du centre, s'approcha avec un sourire respectueux. « Sophie, dit-elle, nous t'attendions. » Les portes automatiques s'ouvrirent sur un hall majestueux, où des photos encadrées de légendes martiales, des ceintures noires sous verre et des trophées scintillaient sous la lumière tamisée. Au centre trônait une statue de bronze d'un maître de savate en plein coup de pied, et un écran numérique affichait un message éclatant. « Joyeux anniversaire, Sophie! Bienvenue, championne! » Claire, émue, porta une main à sa bouche, tandis que Sophie, les yeux écarquillés, absorbait chaque détail. Ils traversèrent un couloir menant à une immense salle d'entraînement, où un ring central baignait dans la lumière d'un projecteur. Sur une plateforme surélevée reposait une ceinture de championnat sur mesure, gravée des mots « Sophie », indomptable. La salle s'anima soudain. Des instructeurs en uniforme noir et rouge applaudirent, leurs regards se pleinent d'admiration. Mais ce n'était pas tout. Une surprise inattendue tendait Sophie. Une projection vidéo s'alluma sur un écran géant, révélant un message enregistré par Maître Isabelle Moreau, une championne de savate. « Sophie, dit-elle, ton courage face à l'injustice est une leçon pour nous tous. Tu es une guerrière. » Puis, un ancien judoka paralympique, Marc Dubois, apparut, sa voix grave. « J'ai vu ce qui s'est passé. Tu as tenu tête à la cruauté. Tu es déjà plus forte que beaucoup. » Chaque mot frappait comme un poing, rallumant la colère de Sophie, non pas contre Pierre, mais contre un monde qui osait la limiter. Jean-Paul s'approcha du ring, où une rampe adaptée avait été installée. « Sophie, dit-il, cette ceinture n'est pas un cadeau, c'est un symbole de ce que tu es. » Étienne, posant une main sur son épaule, ajouta « Tu n'as pas plié face à l'injustice. Cette rage, transforme-la. Elle est ta force. » Sophie, guidée sur le ring, toucha la ceinture, ses doigts tremblants traçant le mot « indomptable ». Pour la première fois, elle ne se sentit pas petite, pas faible. Elle était en feu, une flamme née de l'indignation, prête à consumer les doutes qui l'avaient enchaînée. Ce moment, gravé dans l'âme de Sophie, n'était que le début. Le centre lui offrit une inscription honorifique comme première élève d'un programme d'arts martiaux adapté, un projet inspiré par sa propre révolte. Claire, les larmes aux yeux, murmura «
Tu es plus forte que je ne l'imaginais. Sophie, tenant la ceinture, répondit. Je veux que tout le monde sache qu'on peut être en colère et être fort. Sa rage, autrefois une douleur, était devenue une arme, un cri pour tous ceux qu'on avait voulu briser. Ce soir-là, elle quitta le centre non pas comme une victime, mais comme une championne, prête à défier le monde. Si l'histoire de Sophie vous a fait bouillir de rage et d'admiration, laissez un commentaire avec Indomptable et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Partagez vos pensées, car le prochain épisode révèle une vague qui va secouer Lyon et au-delà. Restez avec nous pour découvrir comment Sophie transforme sa colère en légende. La nuit enveloppait Lyon d'un calme trompeur. Mais dans l'âme de Sophie, une tempête grondait encore. Après l'affrontement au café, où l'officier Pierre Dubois avait osé la gifler, et l'intervention héroïque de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, suivie de la consécration de Sophie au Centre des arts martiaux français avec une ceinture gravée indomptable, la fillette de 10 ans en fauteuil roulant n'était plus la même. Sa colère, autrefois une douleur silencieuse face aux moqueries et à l'injustice, s'était muée en un feu ardent, une force qui refusait de plier. Alors qu'elle quittait le centre, serrant sa ceinture comme un bouclier, une nouvelle vague se préparait à déferler, non pas dans un ring, mais à travers le pays tout entier. Ce qui avait commencé comme un incident local allait devenir un cri de révolte, une indignation collective qui secouerait la France, portée par la rage d'une enfant déterminée à ne plus jamais être vue comme faible. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait les volets de la modeste maison de Sophie, un bourdonnement inhabituel envahit les rues de Lyon. Les réseaux sociaux, les journaux télévisés, les radios locales, tous parlaient d'elle. Une vidéo, capturée par la caméra de sécurité du café, avait été partagée par un témoin anonyme. Les images étaient en brutal. Pierre, arrogant, giflant. Sophie, une fillette en fauteuil roulant. Suivie de l'entrée spectaculaire de Jean-Paul et Étienne, désarmant l'officier avec une précision implacable. Le titre d'un article en ligne claquait comme un coup de fouet. Une enfant handicapée agressée par un policier. 2 légendes la défendent. Un autre proclamait « Sophie, la championne indomptable qui défie l'injustice ». La vidéo avait explosé, accumulant des millions de vues en quelques heures, chaque partage attisant une colère nationale contre l'abus de pouvoir. Sophie, encore endormie, ignorait que son histoire était devenue un symbole, une flamme rallumée dans le cœur de milliers de personnes outrées par la cruauté qu'elle avait subie. À l'école, l'atmosphère était électrique. Lorsqu'elle arriva, roulant dans le couloir principal, les regards se tournèrent vers elle. Non pas avec pitié, mais avec une admiration mêlée de fureur. Les élèves chuchotaient, certains applaudissaient, d'autres criaient son nom. « C'est elle !» lança un garçon, pointant son fauteuil orné de stickers de savate et de judo. Une professeure, Madame Laurent, s'approcha, un sourire ému aux lèvres. « Sophie, tu n'as pas idée de ce qui se passe, n'est-ce pas ?» Elle lui montra son téléphone. La vidéo virale, les commentaires enflammés dénonçant Pierre et des messages de soutien du monde entier. « Tu as réveillé quelque chose ?» murmura Madame Laurent. Sophie, abasourdie, sentit une chaleur monter en elle, non pas de l'embarras, mais d'une indignation renouvelée. Pourquoi avait-il fallu qu'elle soit frappée pour que le monde la voie? Sa rage, celle d'une fillette qu'on avait trop longtemps ignorée, se mêlait d'une fierté féroce. Elle n'était plus invisible. Mais un événement inattendu vint amplifier cette tempête. Une pétition en ligne, lancée par une lycéenne de Lyon, exigeait des sanctions immédiates contre Pierre Dubois et une réforme des protocoles policiers pour protéger les personnes vulnérables. En quelques heures, des milliers de signatures s'accumulèrent, portées par des hashtags comme All Justice pour Sophie et Indomptable. Des manifestations spontanées éclatèrent devant la mairie, où des pancartes proclamaient « Honte à l'injustice » et « Sophie, notre championne ». Sophie, apprenant cela depuis la salle de classe, sentit sa colère se transformer. Ce n'était plus seulement sa douleur, c'était celle de tous ceux qu'on avait humiliés, ignorés, sous-estimés.
Elle serra son collier, un pendentif en forme de ceinture miniature gravée. Rien n'est impossible. Un cadeau du centre. Et murmura, je ne vais pas m'arrêter. Jean-Paul et Étienne, informés de l'ampleur de l'affaire, décidèrent de retourner à Lyon. Ils retrouvèrent tout Sophie chez elle, non pas en star, mais en mentor, leur visage marqué par une indignation partagée. Ce que tu as déclenché, Sophie, dit Jean-Paul, c'est plus grand que nous. Étienne, posant une main sur son épaule, ajouta, tu as transformé ta rage en un mouvement. Ils lui révélèrent une surprise. Le Centre des arts martiaux français lançait une bourse en son nom, la bourse Sophie Indomptable, pour financer des cours d'arts martiaux adaptés aux personnes handicapées. Sophie, les larmes aux yeux, sentit sa colère se muer en détermination. Elle n'était plus seulement une victime défendue, elle était une inspiration, une guerrière dont la voix résonnait à travers la France. Ce soir-là, alors que les nouvelles continuaient de diffuser son histoire, Sophie s'assit à sa fenêtre, regardant les étoiles. La gifle de Pierre, les moqueries de ses camarades, les regards de pitié, tout cela semblait lointain, éclipsé par la force qu'elle avait trouvée en elle. Sa rage, autrefois une blessure, était devenue un cri de ralliement, un défi lancé au monde pour qu'il reconnaisse la puissance des oubliés. Elle n'était plus une fillette en fauteuil roulant. Elle était Sophie, l'indomptable, celle qui avait transformé une injustice en un mouvement, une colère en un héritage. Une guerrière indomptable. La rage de Sophie redessine le monde. L'écho de l'histoire de Sophie résonnait encore dans les rues de Lyon, porté par une vague de colère collective qui avait enflammé la France. La vidéo virale de l'incident au café où l'officier Pierre Dubois avait osé gifler une fillette de 10 ans en fauteuil roulant, suivie de l'intervention héroïque de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc, avait secoué les consciences. Les hashtags #Justice pour Sophie et Indomptable dominaient les réseaux sociaux. Et une pétition pour réformer les protocoles policiers gagnait des milliers de signatures. Sophie, honorée au Centre des arts martiaux français avec une ceinture gravée indomptable, n'était plus seulement une enfant. Elle était devenue un symbole, une flamme née de l'indignation face à l'injustice. Mais ce n'était que le prélude. Alors qu'une nouvelle journée s'ouvrait, Sophie, portée par une rage transformée en force, s'apprêtait à graver son nom dans l'histoire, non pas comme une victime, mais comme une guerrière qui défiait les limites imposées par le monde. Dans la lumière matinale, Sophie se tenait devant son miroir, ses doigts caressant le pendentif en forme de ceinture miniature, gravé des mots. Rien n'est impossible. La ceinture indomptable, posée sur sa commode, semblait pulser d'une énergie propre, un rappel de sa victoire sur l'humiliation. Mais une colère sourde grondait encore en elle, non contre Pierre, mais contre un monde qui l'avait jugée faible, invisible, à cause de son fauteuil roulant. Elle repensait aux moqueries de ses camarades, aux regards de pitié des passants, et à la gifle qui avait tenté de la réduire au silence. Cette rage, elle ne voulait plus la cacher, elle voulait la brandir comme une arme. Alors qu'elle se préparait pour une journée ordinaire, un appel de Jean-Paul et Étienne bouleversa ses plans. « Sophie, dit Jean-Paul au téléphone, nous avons besoin de toi au centre. Quelque chose de grand t'attend. » Le ton sérieux de sa voix fit battre son cœur plus fort. Elle n'allait pas seulement être honorée, elle allait devenir une force de changement. La SUV noire roula à nouveau dans les rues de Lyon, emportant Sophie et sa mère, Claire, vers le Centre des arts martiaux français. L'atmosphère dans la voiture était chargée d'une tension vibrante, comme avant un combat. Étienne, jetant un regard dans le rétroviseur, remarqua l'éclat déterminé dans les yeux de Sophie. « Tu es prête à montrer au monde qui tu es ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une fierté contenue. Sophie, serrant son pendentif, répondit avec une intensité qui surprit même sa mère. « Je veux qu'il sache qu'on ne peut pas me briser. » Jean-Paul, au volant, esquissa un sourire. « Tu vas faire plus que ça, championne. Tu vas leur apprendre ce qu'est la vraie force. » Leur destination était une cérémonie sans précédent, organisée dans l'arène principale du centre, où des centaines de personnes, familles, entraîneurs, élèves et même des représentantes de la ville
C'était une réunion pour célébrer non seulement Sophie, mais un mouvement né de son courage. À leur arrivée, le centre était métamorphosé. Des bannières de savate et de judo flottaient fièrement, et un écran géant affichait l'initiative Sophie Indomptable, un programme national visant à créer des dojos adaptés pour les personnes handicapées à travers la France. Mais ce qui frappa Sophie fut une surprise inattendue. Une estrade avait été érigée où trônait une plaque honorifique gravée de son nom, déclarant Sophie, championne de la résilience. La foule se leva à son entrée, applaudissant avec une ferveur qui fit trembler les murs. Jean-Paul monta sur scène, sa voix résonnant d'une colère maîtrisée mais puissante. Cette fillette a affronté l'injustice avec un courage que beaucoup d'adultes n'ont pas. Elle nous rappelle que la force n'est pas dans le corps, mais dans l'âme. Étienne, à ses côtés, ajouta: Sophie n'a pas seulement défié un homme, elle a défié un système qui voulait la rendre invisible. Sophie, poussée sur la rampe adaptée vers l'estrade, sentit sa rage se transformer en une énergie nouvelle. Lorsqu'on lui tendit le micro, elle prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la foule. J'étais en colère, commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. En colère contre ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas être forte, que je n'étais qu'une fille en fauteuil, en colère contre un homme qui a cru pouvoir me faire taire d'une gifle. Elle marqua une pause, sa voix gagnant en force. Mais cette colère, je l'ai transformée. Elle m'a rendue indomptable. Et je veux que chaque personne qu'on a ignorée, qu'on a blessée, sache qu'elle peut être indomptable aussi. La foule explosa en acclamations, certains pleurant, d'autres criant son nom. Claire, dans les gradins, serrait un mouchoir, submergée par la fierté. Un moment inattendu vint sceller l'événement. Une délégation d'enfants en situation de handicap venus de toute la région s'avança. Une adolescente, Léa, en fauteuil roulant, s'approcha de Sophie. « Tu m'as donné le courage de m'inscrire à un cours de judo adapté, » dit-elle, les yeux brillants. Sophie, émue, décrocha son pendentif et le lui tendit. « Garde-le. Tu es une guerrière, toi aussi. » Ce geste spontané, capturé par les caméras, devint viral, amplifiant l'impact de Sophie. L'initiative Sophie Indomptable reçut des promesses de financement de grandes entreprises, Bassin Peace, et des dojos commencèrent à ouvrir leurs portes aux oubliés. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie s'arrêta devant ses posters de Jean-Paul et Étienne. Mais elle ne les voyait plus comme des idoles lointaines. Elle se voyait à leur côté, une combattante. Sa rage, autrefois une blessure, était devenue un flambeau, éclairant le chemin pour d'autres. Elle n'était plus une fillette définie par son fauteuil. Elle était Sophie, l'indomptable, celle qui avait transformé l'injustice en un mouvement, la colère en un héritage éternel. En 2025, l'histoire de Sophie, une fillette lyonnaise de 10 ans en fauteuil roulant, résonne comme un cri de révolte dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux amplifient chaque voix, mais où l'injustice persiste. Sa confrontation avec l'officier Pierre Dubois, qui l'a giflé lors de son anniversaire, et l'intervention héroïque de Jean-Paul Dupont et Étienne Leclerc ont secoué la France. Cette histoire, portée par des hashtags comme Justice pour Sophie, nous enseigne que la force ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme. Sophie, avec sa colère transformée en courage, a défié les préjugés, prouvant que les barrières physiques ne définissent pas une personne. Son passage au Centre des arts martiaux français, où elle a reçu une ceinture indomptable, illustre comment une injustice peut devenir un catalyseur de changement. En 2025, où l'intelligence artificielle et les médias sociaux dominent, l'histoire de Sophie nous rappelle l'importance de l'empathie humaine et de la lutte contre les abus de pouvoir. Elle incarne un appel à l'action. Transformer la rage en espoir, comme elle l'a fait en inspirant l'initiative Sophie Indomptable, un programme pour des dojos adaptés. Cette leçon nous pousse à soutenir les oubliés, à amplifier leur voix et à bâtir un monde où personne n'est réduit au silence.